Nouvelle session de l'information Speed Line TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, l'Agence nationale de gestion des marchés modernes a engagé des concertations avec les commerçants. Objectif, préparer le déplacement progressif des marchands vers de nouveaux sites modernes à Cotonou et ses environs. Après la victoire contre le Zimbabwe, les Guépards du Bénin ont enchaîné avec un large succès 4-0 face aux Lesotho ce mardi lors de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Analyse de cette performance remarquable dans un instant. Et puis, hors du Bénin, la France a désormais un nouveau chef de gouvernement, le 4e en un an, Sébastien Lecornu. Jusque-là, ministre des Armées succède à François Bayrou, qui a présenté sa démission ce mardi. Le transfert du marché d'Antokba, considéré comme le plus grand d'Afrique de l'Ouest, entre dans une phase cruciale. L'Agence nationale de gestion des marchés modernes a lancé une série de concertations avec les différents acteurs en vue d'organiser le déplacement progressif des commerçants vers de nouvelles infrastructures modernes à Cotonou et dans ses environs. Écoutons à présent la directrice de l'ANAGEM. C'est une véritable réussite. On ne s'attendait même pas à cette adhésion-là de la part des acteurs. C'est vrai que nous avons déjà effectué des visites avec certains ailleurs, mais hier au pôle commercial général Mathieu Crécou, ce fut la première fois où les acteurs des différents secteurs dont nous venons de parler ont foulé pour la première fois donc hier le sol du pôle commercial GMK. Nous n'avons pas fini. Et demain, mercredi, nous poursuivons avec les deux secteurs qui restaient. Donc je disais qu'hier, on a eu le tissu, on a eu les bijoux. Demain, nous allons accueillir les vendeurs de la maroquinerie et les vendeurs de produits cosmétiques pour finir donc avec la vague de pôle commercial GMK. Mais parallèlement, nous faisons dans un 2 en 1 parce que les marchands d'Antokba, nous les accueillons au pôle commercial GMK, mais également au pôle agroalimentaire du Grand Nokwe où nous sommes en ce moment, donc ce qu'on appelle encore le marché de gros. Évidemment, comme son nom l'indique, le marché de gros est le marché qui va accueillir les marchands qui opèrent donc dans le gros, ce qu'on appelle véritablement des grossistes et qui alimentent les marchés secondaires, donc les marchés primaires, les marchés de détail comme on les appelle. Évidemment, comme son nom l'indique, le marché de gros est le marché qui va accueillir les marchands qui opèrent donc dans le gros, ce qu'on appelle véritablement des grossistes et qui alimentent les marchés secondaires, donc les marchés primaires, les marchés de détail comme on les appelle. Donc on fait le même exercice, on les a invités par secteur d'activité. Vous avez les céréaliers, vous avez les gens qui sont dans l'oignon, qui sont dans les tubercules, le haricot, le maïs et tout. On les a invités pour leur porter la même information. Et les entrepôts secs sont construits sur une superficie de 1 hectare chacun. Et nous en avons 6. Les entrepôts frigorifiques également sont sur 1 hectare chacun et nous en avons 2. Donc au total, frigorifiques et secs compris, nous avons 8 entrepôts. Et donc il faut définir quel est le mode d'installation de ces marchands-là. Comment est-ce qu'on attribue les places? Est-ce que c'est un marquage au sol? Est-ce que c'est une délimitation avec des cloisons? De tout ça, nous avons besoin. C'est eux les acteurs principaux, donc on les a invités pour venir nous dire quel est leur souhait pour qu'on n'investisse pas encore davantage sur des choses qui ne vont pas leur convenir. Évidemment, il y avait des sujets sur les horaires d'ouverture, les horaires de fermeture, des petites choses sur lesquelles il faut qu'on arrive à trouver un point d'harmonisation pour que le 15 janvier, nous puissions officiellement ouvrir les portes du pôle agroalimentaire du Grand Nokwe ainsi que celle de pôle commercial général Mathieu Kérékou. Du sport à présent dans ce journal, les Guépards du Bénin enchaînent avec une victoire éclatante 4-0 contre le Lesotho quelques jours seulement après le succès face au Zimbabwe. Une performance qui témoigne de la montée en puissance d'un collectif désormais bien huilé sous la conduite de Guénot Kror. Prosper Vondiarouko, journaliste sportif, nous livre son analyse. On l'écoute. Le Bénin a grandi d'un pas. Ce n'était pas le Bénin d'hier, le Bénin qu'on voyait il y a les années antérieures, qu'on a revu depuis quelques temps déjà, pour ne pas dire depuis 2024, 2025 déjà, il y a eu un changement.
Dans la campagne des éliminatoires, le bilan fait état de 4 victoires, 2 défaites et 2 nuls. Donc c'est des choses qui sont un peu rares dans l'histoire de notre football. On n'enchaîne pas de si souvent des performances. Donc ça veut dire qu'on a grandi d'un pas, on a évolué un peu, notre équipe a mûri un peu. Il y a eu plus de visages rayonnants désormais dans l'équipe pour ainsi dire, parce que de plus en plus l'équipe est gorgée de jeunes. Et les jeunes qui sont arrivés montrent notre visage, font preuve de volonté, de détermination. Ça part aussi du fait que ce sont des jeunes qui sont partis d'ici, des jeunes qui ont, je ne dirais pas le Bénin dans le sang, mais qui ont été pour la plupart du temps formés chez nous ici, contrairement par le passé où il faut aller chercher des jeunes beaucoup plus en Europe, des jeunes qui sont nés et formés en Europe, et ça jouait un peu sur le patriotisme. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a une équipe où quand vous entendez les noms ou quand vous connaissez un peu les joueurs, vous êtes fiers parce qu'il y a une provenance du Bénin qui se sent dans l'équipe en plus. Donc pour ainsi dire, le Bénin d'hier, on avait des joueurs certes, on a fait des performances parce que c'est ce Bénin d'hier là jusqu'à 2010 qui a joué 3 Coupes d'Afrique des Nations. Après, on a manqué le rendez-vous pendant longtemps, on est revenu en 2019. Après, on a encore manqué suffisamment de rendez-vous avant de revenir. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas eu de grand changement, mais on peut retenir quand même qu'il y a un progrès. Les jeunes qui sont là, qui font des performances, qui progressent, qui grandissent, qui donnent un peu du patriotisme. Quand vous voyez le jeu, aujourd'hui, vous sentez qu'il y a des jeunes qui ont de la détermination. Donc, le rajeunissement de l'équipe a fait du bien. Et j'ai comme l'impression que les jeunes qui sont formés ici, comme les Imran Hassan que nous avons aujourd'hui, les Rodolfo Aloko que nous avons aujourd'hui, les Dodo Doku que nous avons aujourd'hui, ces noms-là, qui sont des purs produits du football local, lorsqu'on va en avoir beaucoup, et que ces binationaux vont courir après nous, et non le contraire, que ce soit nous qui courons après ces binationaux, et que ce soit les binationaux qui courent après le Bénin, ça va changer la donne. La course à la Coupe du Monde est une longue course, et la bataille reste encore très rude. Nous sommes deuxième du groupe avec 14 points. L'Afrique du Sud est devant nous avec 17 points. Oui, on peut compter sur nous, mais à condition. Parce que nous sommes dans un groupe avec 2 pays très bien habitués à ce rendez-vous de Coupe du Monde, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Donc, ça va être très chaud. Je ne voudrais pas être l'oiseau de mauvais augure. Je veux bien croire, comme l'ensemble des autres Béninois, que c'est possible. Mais le chemin est encore long. Parce que là, maintenant, on a 2 sorties à faire. Face au Rwanda et au Nigeria, on va jouer à l'extérieur les 2 matchs là. L'Afrique du Sud est devant nous avec 3 points. On veut les premiers du groupe pour être directement qualifiés. Les deuxièmes passeront, les meilleurs deuxièmes d'ailleurs, il faut préciser cela. Les 4 meilleurs deuxièmes passeront par un mini tournoi. Le vainqueur ira en barrage encore avec les barragistes des autres continents. Vous imaginez combien le chemin est encore long. Oui, c'est possible, mais le chemin est encore long. Je crois comme l'ensemble des Béninois, mais je pense que si ça n'arrivait pas, le ciel ne va pas tomber sur la tête. C'est qu'on a tout essayé, on a déjà tout donné, on a déjà montré qu'on peut faire de grandes choses. On a déjà montré cela. Mais là, le chemin pour la qualification de la Coupe du Monde reste encore bien long. Il faut gagner les 2 prochains matchs alors qu'on serait en déplacement. Il faut les gagner avant d'espérer. Et au-delà de ça, la première place est un peu difficile sera un peu difficile pour nous. Le Nigeria arrive à grands pas et le Nigeria va recevoir le Bénin dans cette aventure. Donc vous imaginez, on a encore du chemin à faire. Je crois comme les Béninois, mais je ne veux pas mettre tout l'espoir dans cette qualification parce que le reste du chemin a l'air d'être ce qu'on a déjà fait. Dans un tout autre registre, à présent, les fidèles de la chapelle constitutionnelle du Christ CCC ont renouvelé leur alliance avec le Dieu de Totima. C'était au thème d'un programme tenu du 1er au 9 septembre 2025 sur le site de l'église Akbaou. L'événement a connu la présence de plusieurs fidèles venus de plusieurs villes du Bénin et de la sous-région suivante. Papa William Tete, 79 ans, qui a 42 ans dans le ministère. Il ne va irami, il est nommé à domaine. Il est irami, il est content. Il est mis son ou avant ou. Il m'a expliqué na ma obéviobe, ma wa c'est Dieu de alliance. Mais matin Dieu doku sans alliance. Dispensation hoseto akpata. So nowe jikaka va sede Yesu jia
C'est une alliance. Il est basé une alliance. Au cas de Djibé, Ameyo qui participe au programme en Tchad, on est content parce que au pobe nous de job, au pobe nous de bouger les wabe sodak beme, au pobe agbade jo les waji, au pobe ma ova wabe seko. Et munyabe weyake les pom en Tchad, agbe o manyin de kasi besan. Et les semia begbe ama we les pompono. Et bebe c'est des de meke les toi gamesu, bela de auto les mains et de autovo. Yesu ne yira shalom pe amen ma mudo nko de ka ne be jibe anya ma obe nko be yo na yawe agome nyinke be yo na Jehovah Rapha be yo na Jehovah Nisi resume akoenyi be ibe nko enyi ameke wo elaglo be enyi ebe ma wa enyi mi abe doyo laila yodona ebe ma ugan be enyi elanyi ma ugan na enyi mao eyu ebe mao Jehovah sabot ke ina ho afufua ela ho mi abe combat la combattre le miata dans résumé à lo tema ko enyi be mawa enyi ameke ebe enyi nene be enyi na na we wa. Nous avons eu des invités, des apôtres qui étaient là pour nous assister et pour nous fortifier dans la prière. Et pendant ces 9 jours, nous avons reçu beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions. Il y a eu beaucoup de témoignages. Dieu s'est manifesté. Et nous remercions Dieu et gloire à son nom. Je remercie l'Éternel Dieu qui a préparé notre papa, qui a instauré ce jour 9-9, qui est un jour date prophétique, qu'on a l'habitude de renouveler notre alliance avec Dieu chaque année. Donc durant ce programme, j'ai gagné beaucoup de choses et la bénédiction était abondante. Je remercie l'Éternel Dieu. Do oklon wa nu supo oklon wa nu ja supo le oklon wa jenu kon do yin ho tare mi zan to azan chene le me wo yin wenu oklon ese mo sedo pharaon na so gando tun vie ton le so pharaon si an lo me ho de e dona mose do mose do mo ni mi jedon menu we mi nando e dona mose do mo ni jedon ni dona pharaon do mo me de nyewe où est mido do ma wo yi mere no tukana me wo yi mere no heme jajiro koko wo yi mere no susun dasina me mere no hunle mengan ma wo do kporo akan we donc to azan chenele me mi se klon supo o klon so wa supo et tout mele doté donc gigwana ni ko eton. En interactualité au Mali, la situation sécuritaire continue de se dégrader. Des djihadistes appartenant au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda ont incendié des camions transportant du carburant à destination du pays. Longtemps concentrée dans le nord et le centre, la violence est désormais propagée vers le sud malgré l'intervention militaire française lancée en 2013. Le reportage. Après avoir annoncé un blocus la semaine dernière dans une vidéo publiée en ligne, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JNIM, affilié à Al-Qaïda au Mali, a commencé à brûler les camions de carburant qui entrent dans le pays. Une nouvelle tentative du groupe extrémiste de couper le Mali des réseaux routiers dont il dépend. Certains habitants de la capitale craignent que les djihadistes prennent le contrôle du pays. L'information que nous connaissons maintenant, c'est que les djihadistes ont diffusé l'information qu'ils sont en train de prendre le pouvoir partout. À Bamako, cela nous fait peur. Nous avons peur et nous sommes inquiets. Hier et avant-hier, tout le monde avait peur. Mais c'est de la propagande. Ils ne pourront pas prendre Bamako. Je suis un ancien soldat. Je jure devant Dieu que les terroristes ne peuvent pas prendre ce pays. Bien que la capitale ait été attaquée par des militants, notamment en 2024 contre un camp militaire et le principal aéroport du pays, la tentative du JNIM de couper le Mali de ses importations de carburant est une tactique différente. 33% de tout ce que le Mali achète comme biens et services à l'extérieur, c'est du carburant et ses produits dérivés. Donc le Sénégal est une importante source de ravitaillement de notre pays, de même que pour le ciment. Donc nous sommes privés un peu de cela maintenant par ces groupes armés terroristes. Donc je pense aussi que l'attaque des unités industrielles dans la première région va dans le même ordre d'idée, c'est de quand même d'arrêter les échanges économiques, d'asphyxier économiquement notre pays et surtout d'empêcher la capitale de se ravitailler. Le Mali est enclavé et fortement dépendant des importations qui ont également menacé de paralyser le pays lors des sanctions imposées par la CEDEAO en 2022.
L'Éthiopie, après 14 ans de travaux, a officiellement inauguré ce mardi son grand barrage de la Renaissance sur le Nil. Il est présenté comme le plus grand ouvrage hydroélectrique d'Afrique. L'événement a été marqué par la présence de nombreuses figures dirigeantes. Suivons. L'Éthiopie a inauguré mardi le barrage de la Grande Renaissance, le plus grand barrage d'Afrique. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée à la capitale Addis Abeba en présence d'une dizaine de chefs d'État africains. Elle a été suivie avec enthousiasme dans les 4 coins du pays. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne n'est pas seulement un projet national, c'est une déclaration panafricaine. Il illustre l'ampleur et l'ambition des infrastructures dirigées par l'Afrique et s'inscrit dans la vision de l'Union africaine en matière de connectivité énergétique continentale. Le barrage doublera la capacité de production d'électricité de l'Éthiopie. Vous comprenez que les ressources en eau influencent la vie différemment dans chaque pays. Pour certains, il s'agit de la survie et de la sécurité de l'eau. Pour d'autres, il s'agit d'énergie et de croissance. Toutes ces perspectives sont valables. Plusieurs chefs d'État présents ont manifesté leur intérêt pour l'importation de l'électricité en provenance de l'Éthiopie. Je suis également heureux d'annoncer que le Sud-Soudan est impatient de signer un accord pour recevoir de l'électricité du barrage. Ce projet ambitieux vise à stimuler l'économie éthiopienne, à mettre fin aux fréquentes pannes de courant et à soutenir le développement des véhicules électriques dans un pays qui a interdit l'importation de voitures à essence. Un tournant majeur à la Cour pénale internationale, 20 ans après le mandat d'arrêt lancé contre lui en 2005, Joseph Kony fait face pour la première fois à une audience de confirmation des charges ouvertes ce mardi. Recherché depuis 2 décennies, le fondateur de la LRA est accusé de 36 crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés durant le conflit ayant secoué le nord de l'Ouganda en 1980. Les victimes attendent que justice soit rendue. Le reportage. Alors que la CPI a ouvert mardi une procédure pour crime de guerre contre le chef rebelle Joseph Kony, en Ouganda, les victimes espèrent que cette première étape débouchera sur un procès pour que justice soit rendue. Joseph Kony est accusé de 39 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le chef fugitif de l'armée de résistance du Seigneur a terrorisé le nord de l'Ouganda pendant des décennies. Les victimes directes, les personnes qui ont perdu la vie, celles qui ont perdu des membres, leurs terres et leurs moyens de subsistance sont directement concernées et investies dans cette affaire. Pour elles, il s'agit d'une quête de justice qui leur échappe depuis très longtemps. Elles croient que justice sera peut-être rendue, que Joseph Kony sera peut-être un jour retrouvé. En l'absence du chef rebelle en fuite depuis plus de 20 ans, aucun procès ne pourra avoir lieu, malgré les preuves fournies par les procureurs au cours de la procédure à la CPI. Une situation que regrettent les victimes. Certaines des victimes qui auraient voulu savoir ce qui s'était passé, obtenir justice, sont mortes. D'autres ont abandonné. C'est pourquoi j'ai commencé à dire, comme on le dit souvent, que justice différée est justice refusée. Cela aurait dû avoir lieu bien plus tôt. La milice tristement connue pour avoir utilisé des enfants soldats, mutilé des civils et réduit des femmes en esclavage s'est depuis affaiblie, mais les souvenirs des exactions restent présents dans la mémoire des Ougandais. Well, first of all, the threat is still there.
Tout d'abord, la menace est toujours présente, car nous ne savons pas où il se trouve. Et nous ne pouvons même pas donner le nombre exact de personnes impliquées. Même les membres de la famille, qui sont retournés en Ouganda, ne peuvent pas dire exactement où ils ont communiqué pour la dernière fois, y compris ses propres enfants, qui disent avoir communiqué pour la dernière fois avec Joseph Kony il y a 10 ans. Ainsi, quelqu'un qui se trouvait encore dans la jungle il y a 10 ans peut être aussi dangereux que quelqu'un qui vient de disparaître aujourd'hui. La LRA a commencé ses attaques en Ouganda dans les années 80, lorsque Joseph Kony a tenté de renverser le gouvernement. Après avoir été chassé d'Ouganda, la milice a continué ses attaques au Congo, en République centrafricaine et au Soudan du Sud. Emmanuel Macron a nommé ce mardi Sébastien Lecornu comme nouveau Premier ministre en remplacement de François Bayrou. Proche du président de la République, celui qui était depuis 3 ans ministre des Armées devrait poursuivre la même politique, se mettant à dos le Parti socialiste et n'ayant plus que le Rassemblement national comme interlocuteur pour éviter une censure. Le reportage. Proche allié du président Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu a été nommé mardi nouveau Premier ministre de France, moins de 24 heures après la démission de François Bayrou. À 39 ans, Sébastien Lecornu occupait jusqu'ici le poste de ministre des Armées. Le successeur de François Bayrou, évincé par un vote de confiance, ne dispose que d'1 mois pour proposer un nouveau budget. Sa tâche immédiate sera de s'attaquer à la dette publique croissante de la France qui a atteint 3,3 milliards d'euros plus tôt cette année et représente 114% de la production économique. Lecornu, qui devient le 5e Premier ministre du 2e mandat de Macron et le 7e sous sa présidence, est déjà contesté. Pour plusieurs responsables politiques de la gauche, cette nomination est une provocation. La France insoumise a annoncé le dépôt d'une motion de censure contre lui. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.